Bon, merci, merci d'être présente et présent. Donc, je vais commencer par une introduction pour présenter un petit peu quel va être le cheminement de ma communication. Évidemment, avec un titre comme celui-ci, qu'est-ce que l'intersectionnalité? Il paraît évident de commencer par une définition. Donc, l'intersectionnalité, dans un sens général, c'est l'idée selon laquelle les formes d'oppression auxquelles sont soumis les individus ne font pas que s'additionner les unes aux autres, mais qu'elles sont imbriquées et qu'elles se modifient mutuellement, que des formes d'oppression différentes, la classe sociale, le genre, l'appartenance raciale, se modifient mutuellement, ont un effet les unes sur les autres. Alors en particulier, on va le voir en détail, à cause de son origine au sein du mouvement féministe, et en particulier du féminisme noir américain, c'est un concept qui est associé de façon générale, avant toute autre chose, à la question des liens entre le sexisme et le racisme. Mais depuis, d'autres éléments se sont ajoutés à l'équation et aujourd'hui, dans des approches intersectionnelles, il peut être également question de classe sociale, évidemment, mais aussi des sexualités, des identités de genre, de la religion et d'autres questions encore. Le mot intersectionnalité, il vient d'une métaphore, la métaphore de l'intersection, du croisement de routes. Intersection en anglais, c'est un carrefour, un endroit où deux routes se croisent. Et Kimberlé Crenshaw, qui a inventé le terme, s'est vraiment référé à cette métaphore de la femme noire comme étant au croisement de multiples avenues, entre guillemets, qui seraient les différentes formes d'oppression auxquelles elles ont à faire face. Alors, évidemment, en guise de préalable, je veux rappeler de manière très claire que le concept universitaire d'intersectionnalité a pour origine la sphère militante et plus précisément le féminisme noir américain. Pour des raisons qui devraient vous apparaître de façon relativement évidente, je ne peux pas parler depuis cette position discursive et je n'ai aucunement l'intention de parler à la place de celles qui le peuvent. J'invite toutes les personnes ici présentes qui souhaitent découvrir le féminisme noir, l'afroféminisme comme une pratique discursive engagée, située, notamment dans ses déclinaisons actuelles en France, à se tourner vers le mouvement lui-même par les intellectuels afroféministes présentes sur les réseaux sociaux, dans de multiples médias, et à aller lire les travaux de personnes comme Elsa Dorlin, Sarah Mazouz, etc., qui sont présentes dans la bibliographie que je vous ai distribuée. Donc, à défaut de pouvoir faire cela, ce que je peux tenter de faire, c'est, à, à l'aide de mes modestes compétences d'américaniste et d'afro-américaniste plus spécifiquement, c'est de présenter la notion, son origine, son histoire et les différents débats qu'elle a suscités, en particulier dans le domaine américain. Donc, pour cette même raison, je vais beaucoup plus parler de l'intersectionnalité aux États-Unis qu'en France, et je vous renvoie aux différentes entrées de la bibliographie que j'ai ajoutées sur le contexte français. Je tenterai aussi de réfléchir en fin de présentation à son applicabilité à mes objets propres qui sont littéraires. Voilà, donc cet ethos un petit peu historicisant, peut-être un peu scolaire que je vais adopter dans un premier temps, ne se veut pas du tout une dépolitisation du concept, mais une réponse à l'état actuel du débat qui me semble ressembler, si vous voulez, enfin, qui me semble relever d'une forme de tout polémique, la polémique n'étant pas une mauvaise chose en soi, mais une polémique dans laquelle les termes sur lesquels les acteurs se disputent ne sont pas les bons, sont truqués. Remettre de la clarté dans les débats me semble un préalable intéressant, et en fait, ce pourquoi je voudrais plaider au fil de cette présentation, c'est pour une littératie, entre guillemets, j'emprunte ce terme à Crenshaw. Donc, littératie, ça veut dire une compétence de lecture, le fait de savoir lire.
Et donc, je reviendrai plusieurs fois sur ce terme au fil de ma présentation pour conclure avec lui. Donc, il me semble que ce pourquoi je veux plaider, c'est que quelles que soient nos spécialités, nos domaines de recherche, une littératie, une compétence dans les langages de l'intersectionnalité est une chose qui a de la valeur en soi, qui peut être utile à différents niveaux de notre travail de chercheuses et de chercheurs, d'enseignantes et d'enseignants. Ainsi, je souhaiterais réaffirmer ainsi la force intellectuelle et le sérieux du concept avec, dans un premier temps, une histoire du concept afin, si possible, d'aider les personnes présentes qui n'auraient pas une connaissance très poussée encore de l'intersectionnalité, de s'orienter dans le massif des publications sur l'intersectionnalité pour en bout de course, en arriver à une réflexion sur son application dans les études littéraires et dans l'enseignement de la littérature. Donc, je commencerai par montrer que l'intersectionnalité, si le terme est inventé par Kimberlé Crenshaw en 1989, les idées qui sont derrière ce terme lui préexistent, et on va voir comment, en particulier dans le mouvement social. Puis, nous nous arrêterons un petit peu sur Crenshaw, sur le geste de Crenshaw, sur ce qu'elle propose, sur ce qu'elle effectue, pour explorer ensuite les débats qui ont suivi le succès, disons, mainstream de l'intersectionnalité depuis les années 2000 dans différents champs théoriques. Donc, je commencerai donc par montrer que le succès critique, indéniable aujourd'hui, du terme forgé par Kimberlé Crenshaw en 1989 n'est pas dû au hasard, n'est pas un simple effet de mode comme on entend parfois, quelque chose de superficiel, un gadget théorique ou que sais-je encore, mais que le succès critique de ce terme est dû au fait que ce terme a cristallisé des demandes, je reprendrai ce terme de demandes qui montaient depuis plusieurs décennies au sein des cercles féministes, notamment des cercles féministes africains-américains, mais aussi d'autres minorités aux États-Unis et ailleurs, et dans les mouvements anticoloniaux. Donc, cela ne signifie pas que la proposition de Crenshaw, dans la manière dont elle a formulé et tourné sa proposition, n'est rien d'original, qu'elle n'est rien inventé, mais que ce mot, véritablement, a donné forme à des questions déjà anciennes. Donc, dans la formulation, dans les représentations les plus courantes, ce que l'on entend le plus souvent, l'intersectionnalité est un concept qui est associé à la supposée troisième vague féministe apparue donc à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Mais l'histoire du féminisme en vagues successives ne raconte pas toute la vérité. Comme a discuté Karine Bergès dans son article de 2017, Remous autour des vagues féministes, les travaux d'historiographie féministe constituant le mouvement en vagues successives ne sont pas dénués d'intérêt, évidemment, permettent de faire émerger des points d'inflexion, mais ils risquent aussi de cacher à la fois une forme de continuum, mais aussi une extrême pluralité des féminismes de chaque époque, y compris voilà, les années 60, 70, 80. Et on peut ajouter au sujet de l'intersectionnalité, pour aller un petit peu dans le sens aussi de ce que dit Karine Bergès, que des publications récentes qui ont fait émerger un petit peu du silence historique où elles avaient été laissées, des voix féministes africaines, américaines anciennes, viennent décaler et troubler profondément cette chronologie des vagues féministes qui a été, dans un premier temps, pensée autour des féministes occidentales, blanches. Je citerai deux travaux et ensemble de travaux qui sont là aussi reportés sur la bibliographie que je vous ai distribuée.
je pense d'abord à la réédition des textes de Anna Julia Cooper, qui était une féministe africaine-américaine de la fin du 19e siècle, et dont les lettres, les essais, les articles de presse ont été publiés dans un très beau volume de 1998, donc The Voice of Anna Julia Cooper, etc., etc. Et cette réédition qui a fait sortir du silence cette voix voilà, qui évidemment vient complètement troubler la chronologie d'un féminisme en première vague, deuxième vague et la troisième vague où tout à coup on aurait des voix africaines-américaines, permet de voir que nous avons des textes aussi anciens que 1892 qui formulent quelque chose comme une idée intersectionnelle avant la lettre, bien sûr, toute proportion gardée, nous ne sommes pas dans le même contexte en termes théoriques, mais elle écrit ainsi que être une femme noire, ce n'est pas seulement faire face à la fois à woman question et race problem, ce n'est pas seulement être à la fois soumise au racisme et au sexisme, pourrait-on dire, c'est, et la formule est très forte, être as yet an unknown or unacknowledged factor in both, d'être un facteur encore inconnu et non pris en compte dans les deux. Donc, on va dans les bases d'une réflexion que l'on appellerait de façon évidemment anachronique, intersectionnelle. Une chercheuse féministe américaine qui a travaillé plus récemment sur ces voies anciennes du féminisme africain-américain, c'est Catherine Gines, G-I-N-E-S, qui est là aussi, donc vous avez l'entrée dans la bibliographie, son article Black Feminism and Intersectional Analysis, où elle montre qu'il y a ce qu'elle appelle une proto-intersectionnalité, donc à l'instar de Cooper, dont elle parle d'ailleurs dans son texte, chez des féministes africaines-américaines dès les années 1830. Elle prend une fourchette très large d'un siècle entre 1830 et 1930, et elle parle de Maria Stewart, Sojourner Truth, de Cooper, dont j'ai déjà parlé, de Ida Wells, etc., enfin d'un certain nombre d'intellectuels africaines-américaines qui posaient déjà les bases, en tout cas, de cette demande de prendre en compte une position spécifique au sein à la fois du mouvement féministe et du mouvement africain-américain. Ainsi, on peut dire que la contestation de l'universalité de la catégorie femme et l'affirmation de la nécessité d'une prise en compte des femmes appartenant à des minorités aux États-Unis existe depuis longtemps, même si elle prend en importance et en visibilité en même temps que la supposée seconde vague, donc des années 1960 et 1970, ou ce que l'on a appelé le féminisme radical. Donc, il faut bien voir que le mouvement africain-américain, indépendamment de la question féministe en tant que tel, et le mouvement féministe connaissent en fait une évolution un petit peu homologue de revendications qui sont d'abord des revendications légales, des changements apportés à la loi, excusez-moi, donc le droit de vote, la fin de la ségrégation raciale, pour aller dans ces années, fin des années 60, début 70, vers des exigences d'ordre plutôt culturel, changer les représentations, le rapport au corps, les images, les idéologies racistes et sexistes. Au même moment où, ici même en France, autour de 68, se tenaient des débats virulents sur l'hétérogénéité de la catégorie de femmes, débats qui en France étaient surtout, disons, axés sur la question de classe, les différences d'intérêt entre femmes aisées, bourgeoises et femmes du prolétariat étant pointées du doigt pour venir casser cette homogénéité supposée de la catégorie entre guillemets femmes. Des débats parallèles aux États-Unis portaient plutôt sur la dimension raciale, évidemment, pour des raisons historiques, qui là aussi amenait les féministes noires à accuser les féministes blanches d'essentialisme, de s'accaparer en quelque sorte cet universel supposé du signifiant femme.
Alors, on connaît relativement bien l'histoire de la prise d'ampleur des mouvements et organisations féministes à la fin des années 60, au début des années 70, aux États-Unis, en France, en Angleterre, avec en 66 donc la National Organization for Women aux USA et en France, à partir de 67, les premiers groupes de travail qui amèneront à la création du MLF, donc à partir de 70. Et des phénomènes similaires se déroulent parmi les femmes africaines-américaines, mais aussi d'autres minorités des États-Unis. Et c'est dans ce contexte précis que cette idée d'oppression multiple entrant en relation vont être formulées, donc véritablement dans le mouvement social. Je citerai en premier lieu donc, le Black Women's Liberation Committee, qui est contemporain du MLF et du NOW que je viens de citer. Donc, en fait, le groupe militant africain-américain le plus influent dans la jeunesse, c'était le Student Nonviolent Coordinating Committee. Et au sein de ce comité, un certain nombre de femmes vont décider de créer un groupe spécifiquement féminin qui va être donc le Black Women's Liberation Committee à partir de 68, en réponse à ce qu'elles perçoivent comme une forme de sexisme au sein du mouvement militant africain-américain. Ensuite, 2 ans plus tard, le groupe se sépare, donc fait scission du SNCC, donc pour devenir un mouvement autonome qui va s'appeler la Black Women's Alliance. Et le comité va se mettre à travailler notamment avec d'autres groupes féministes, en particulier des femmes hispaniques, des féministes hispaniques, et afin d'être plus inclusives, vont se renommer la même année, donc en 1970, la Third World Women's Alliance, l'Alliance des femmes du tiers-monde. La Third World Women's Alliance défend l'idée selon laquelle les femmes non blanches seraient, en quelque sorte, dans une phraséologie d'inspiration marxiste, une sorte d'avant-garde éclairée, qui, de par sa position particulière tout en bas des différentes strates de la société, pourrait en quelque sorte percevoir les effets d'oppression systémique mieux que quiconque. Donc, d'obédience marxiste, marxiste-léniniste, le groupe va formuler l'un des premiers concepts, je dirais, cousins, entre guillemets, de celui d'intersectionnalité, qui va être la double ou triple incrimination, double jeopardy, triple jeopardy. Donc, en 1970, l'Alliance, donc la Third World Women's Alliance, va publier un manifeste, le Black Women's Manifesto, dans lequel se trouve un texte qui va vraiment marquer le mouvement. Donc là aussi, vous avez ce texte, c'est la deuxième entrée de la bibliographie, Double Jeopardy to be Black and Female. Et effectivement, on a en germe un petit peu l'idée d'intersectionnalité qui va être forgée sous ce nom-là par Crenshaw, même si, disons-le d'emblée, la perspective du groupe est beaucoup plus marxiste, beaucoup plus proche des sources marxistes, voilà, un peu plus orthodoxes, même si on peut toujours discuter cela, que ne le sera le travail de Crenshaw, notamment par la primauté qu'elle va donner à l'oppression de classe sur les autres formes d'oppression. Donc, ce terme d'abord double jeopardy, donc double, on pourrait dire en français double peine, la double peine d'être une femme et d'être noire, qui va devenir triple jeopardy, donc femme, noire et pauvre, donc soumise à 3 systèmes d'oppression à la fois, va même donner son titre à la revue du mouvement, Triple Jeopardy, qui paraît dans toute la première moitié des années 1970. Donc, va montrer comment le capitalisme états-unien place les femmes africaines-américaines tout en bas de la société, de ces différentes strates d'exploitation,
Donc, on a le terme de surexploitation, on est doublement exploité en tant que femme noire. Le groupe, et Bill notamment, qui va donc formuler ses idées de la façon la plus nette, vont s'appuyer sur des données statistiques. Elle cite dans son texte les statistiques du ministère du Travail, enfin, du Department of Labor, qui montrent donc le salaire moyen. Voilà, on a white males, non-white males, white females, non-white females, et à chaque fois, on voit qu'on baisse pour arriver à une différence du simple au triple entre hommes blancs et femmes non blanches. Donc, c'est un petit peu pour elle la preuve de ce triple jeopardy, cette triple peine, un petit peu traduite en chiffres, si vous voulez. Donc, Bill et ses camarades donnent au capitalisme une priorité explicative, une priorité, un lien de causalité prioritaire. Elle parle de capitalisme racial, un capitalisme allié à un racisme qui opprime encore plus les personnes qui ne sont pas blanches. Et le sexisme est un petit peu secondaire dans la formulation, il relève de l'idéologie. Donc, le texte de Bill est passé à la postérité pour ses formules frappantes, notamment la fameuse formule de « The black woman is the slave of a slave », donc voilà, qui a vraiment marqué les esprits. C'est un texte qui adopte une rhétorique révolutionnaire, qui cherche à changer le monde, à casser le système, et qui accuse les camarades hommes du mouvement d'être extrêmement perspicace pour aller attaquer, déconstruire théoriquement le capitalisme et trouver des armes pour le déconstruire, mais à l'inverse, d'être aveuglé et aliéné dès lors qu'il s'agit de comprendre l'oppression spécifique des femmes noires. Donc, cette approche, voilà, encore assez proche des sources marxistes du concept, sera également au cœur du travail que vous connaissez sans doute mieux d'Angela Davis, notamment dans Women, Race and Class. Là aussi, c'est un texte qui a été traduit, donc je voulais indiquer ici Femmes, race et classe, donc aux éditions des Femmes Antoine Fouque en 1983. Donc, Bill, comme plus tard Davis, accuse le féminisme blanc d'être faussement radical, de prôner une égalité qui est une égalité choisie, qui perd de sa valeur par son absence d'inclusivité. Alors, je vais faire un bref point sur les nombreuses initiatives et publications qui marquent les années 1970, notamment entre 70, l'année de ce fameux Black Women's Manifesto, et 1977, où paraît un autre manifeste important dont on va parler tout de suite. Donc, pour vous montrer un petit peu cette ébullition, vraiment cette activité très grande, aussi bien du point de vue de l'organisation du mouvement en association, en comité militant, et du côté des publications. En 1970, paraît une anthologie très importante qui s'appelle The Black Woman, an Anthology. Donc, elle est présente ici donc, sous le nom de Toni Cade Bambara, qui l'a dirigée. Et c'est une anthologie très importante parce que nous sommes au cœur du mouvement pour le Black Power aux États-Unis et du mouvement pour les arts noirs, le Black Arts Movement. Là aussi, c'est un mouvement qui va être accusé de l'intérieur, notamment par les artistes et poétesses femmes, d'être par trop machiste, notamment dans sa rhétorique, une rhétorique antiraciste qui se pare d'une certaine virilité combattante, etc., et qui par là même exclut de nombreuses femmes. Et donc, dans cette anthologie absolument historique, vous avez vraiment des grands noms comme Alice Walker, comme Audre Lorde, Nikki Giovanni, donc vraiment les femmes du mouvement, du Black Arts Movement qui parlent de ce lien entre racisme et sexisme.
Cette ébullition dont je parle n'est pas limitée à la communauté africaine-américaine. D'autres minorités connaissent une ébullition similaire. Vous avez, par exemple, chez les femmes hispaniques, notamment d'origine mexicaine et portoricaine, donc la fondation d'un mouvement, la Comisión Femenil Mexicana Nacional, qui est fondée en Californie en 1970. 2 ans plus tard, en 1972, vous avez la Conférence nationale des féministes portoricaines qui est tenue à Washington, D.C. Et puis, donc, vous avez la même année des textes comme Mirta Vidal, Chicana Speak Out, donc les textes sur la voix chicana, la voix hispanique aux États-Unis. Donc, pour continuer très rapidement ce bref parcours, en 1973 est créée la National Black Feminist Organization, qui donne encore une ampleur plus grande au mouvement. Et en 1974, à Boston, est fondé ce mouvement féministe et lesbien africain-américain qui va aussi marquer l'histoire de cette intersectionnalité avant la lettre que j'essaie de présenter ici. C'est le Combahee River Collective. Donc, si vous souhaitez lire le texte connu de ce collectif, Black Feminist Statement, je vous renvoie à l'excellente anthologie, bien sûr que vous connaissez certainement, d'Elsa Dorlin, Black Feminism, qui est présentée ici sur la bibliographie. Et puis, donc, on a d'autres associations qui, par exemple, de femmes autochtones, etc., qui se créent dans les mêmes années. Alors, ce groupe, Combahee River Collective, qui va en 1977 publier un nouveau manifeste, disons, proto-intersectionnel, A Black Feminist Statement, va évoquer la nature interconnectée des formes d'oppression subies par les femmes noires. Donc, c'est un groupe qui revendique voilà, son identité noire, féministe, lesbienne, et qui se positionne comme, toujours dans une optique marxiste, c'est écrit tel quel, nous sommes des socialistes, la phrase est dans le texte, qui affirme en même temps que la révolution socialiste, je cite, ne sera pas aussi féministe et antiraciste, ne pourra pas garantir notre libération. Donc, on a la fidélité au mot d'ordre marxiste, mais ce « that is not also » qui est profondément intersectionnel. Donc, ainsi, ces différents mouvements militants vont être le creuset où vont s'épanouir des penseuses extrêmement importantes qui poseront les bases de l'idée intersectionnelle. Donc, il ne faut pas… voilà, c'est très important de rendre à Kimberlé Crenshaw ce qui lui est dû, formuler ce concept, mais c'est important aussi de voir l'agentivité, l'agency collective qu'il y a derrière la création d'un concept. Ce n'est pas parce qu'on a un mot qui est datable à un moment donné qu'il ne faut pas aller chercher derrière toute la longue histoire d'actes vraiment forts, collectifs, d'actes discursifs et militants qui l'ont rendu possible, en fait, sur le plan épistémologique. En France, évidemment, je l'ai déjà cité, Angela Davis est la plus connue. Il y a même maintenant un lycée qui porte son nom en région parisienne, ce dont j'ai entendu dire que ça n'a pas été sans contestation. Il y a véritablement un effet de génération ici chez de nombreuses femmes africaines-américaines qui sont nées entre le début des années 40 et le début des années 50. Frances Beal, Patricia Bell Scott, Angela Davis, Bell Hooks aussi qui est connue en France parce qu'il y a vraiment un travail de traduction très appréciable qui a été fait. Barbara Smith, Annis Walker, Michelle Wallace, etc. Donc, ce sont vraiment des femmes qui ont vécu en tant que femmes la période militante de la fin des années 60 et du début des années 70, la période du Black Power, la période du Black Arts Movement,
et qui ont ressenti le besoin, j'arrive toujours à cette question de demande, une demande épistémologique, de croiser réflexion antiraciste et réflexion féministe, les interférences, les parasitages entre ces deux sphères. C'est ce que résume bien Michelle Wallace dans Black Feminist Search for Sisterhood de 75. Je vous renvoie aussi à la bibliographie. Elle montre que l'expérience de la lutte au sein du mouvement africain-américain de l'époque était une expérience à la fois exaltante pour elle, mais aussi extrêmement frustrante, avec des discours, dit-elle, qui commençaient toujours par « the black man must », etc., etc., « the black man should », etc. Donc, l'impression de ne pas être véritablement prise en compte. Et puis, dit-elle, un syndrome un petit peu de la petite amie du militant, de nombreuses femmes qui souhaitaient s'impliquer activement dans le mouvement et qui étaient un petit peu poussées par les hommes du mouvement à simplement être les compagnes du militant homme et abandonner leur projet car ce serait contre-révolutionnaire. Il faudrait se mettre au service de la révolution en faisant des bébés, etc., en étant une femme voilà, soumise. Bon. Donc, c'est dans ce contexte vraiment précis, dans cette expérience collective, que va un petit peu s'enraciner l'intersectionnalité. Donc maintenant, je vais en venir à Crenshaw, hein, dans les années 1980, avec un certain reflux dans la deuxième moitié de la décennie 1970 des mouvements militants et un certain déplacement de certaines de leurs idées ou intuitions, formulations dans le champ universitaire. Nous voyons donc des intellectuels au sein du domaine académique développer des concepts. Alors, Crenshaw n'est pas la seule, hein, en fait, à peu près en même temps, plusieurs chercheuses dans des domaines différents vont un petit peu faire des gestes théoriques comparables en sociologie, dans le champ du droit, mais Crenshaw va un petit peu ressortir du lot. Bon, il faut citer aussi Patricia Hill Collins, qui est très, très importante, bien sûr, j'en reparlerai plus tard. Mais Crenshaw, c'est vraiment le mot d'intersectionnalité qui va un petit peu, comme je disais, cristalliser cette demande. Donc, Crenshaw, son domaine de recherche, c'est le droit, c'est une juriste. C'est une juriste qui est née en 1959. Elle est au début de sa carrière académique dans les années 80 et elle appartient vraiment à cette première génération de femmes africaines-américaines qui vont essayer de faire la jointure entre le mouvement social et le mouvement social des minorités et les domaines de recherche académiques. Et d'ailleurs, elle thématise elle-même cette position-là de transition de la rue vers le monde du concept. Alors, le fait qu'elle soit juriste, ses compétences dans le domaine du droit sont une position disciplinaire, elle-même stratégique, hein. Quel meilleur domaine que le droit, pourrait-on dire, pour questionner la catégorie soi-disant universelle de femmes, pour contester cette prétendue universalité, puisque le domaine du droit, c'est celui où on va créer, hein, évidemment des sujets du droit auxquels vont s'appliquer les lois, etc. Et donc, au moment où Crenshaw développe sa pensée, le domaine du droit aux États-Unis a évidemment déjà développé des outils qui visent à si vous voulez, lutter contre les discriminations raciales, en particulier le Civil Rights Act qui date de 1964, qui interdit toute forme de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale. Donc, c'est vraiment à partir de ce contexte de départ-là qu'il faut comprendre l'intervention de Crenshaw, hein. On a cette loi. Pourquoi ce Civil Rights Act pose problème dans les situations des sujets, des personnes, des individus qui sont intersectionnels, qui se trouvent à l'intersection de formes d'oppression.
Donc, les deux articles hein, qui sont là aussi dans la bibliographie, le premier date de 89, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex, et puis le deuxième, 2 ans plus tard, 91, Mapping the Margins. Donc, on a une progression déjà dans les titres. Hein. D'abord, c'est l'idée de faire sortir de l'ombre hein, cet espace intersectionnel, puis de le cartographier, mapping the margins, donc avec une idée de progression qui l'amène à être plus complète et à formuler notamment une typologie dans ce deuxième texte. Alors, il y a 3 points théoriques qui me paraissent très importants à souligner dans la contribution de Crenshaw, notamment parce qu'il prépare les débats ultérieurs sur l'intersectionnalité. Et quand je parle de débats ultérieurs, je veux dire les débats sérieux, les débats tenus par des gens qui ont lu les textes et qui, voilà, pas seulement de la polémique médiatique ou politique. Ces 3 points sont les suivants. D'abord, Kimberlé Crenshaw affirme très fermement son refus de faire de l'intersectionnalité une théorie générale, une sorte de théorie générale des identités de femmes non blanches, etc. Elle refuse toute théorie totalisante et son point de départ, en particulier sur l'intersection du racisme et du sexisme, n'exclut absolument pas d'autres éléments, notamment la question de genre, de sexualité, mais également d'autres perspectives. Et donc, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a une manière de penser assez concrète. Le deuxième point, justement, c'est qu'elle se pose un petit peu en faux par rapport à une certaine idée de la déconstruction dans une optique postmoderne, tout n'est que langage, etc. Elle indique qu'à ses yeux, le fait qu'une catégorie soit socialement construite ne veut pas dire qu'elle n'est pas très présente dans le monde, qu'elle n'est pas extrêmement efficace, qu'elle n'est pas agissante, et que donc, selon elle, il peut y avoir quelque chose de politiquement, disons, problématique au fait de vouloir déconstruire quelque chose avant d'avoir lutté contre les formes d'oppression associées à ces catégories. C'est donc vraiment une pensée stratégique, une pensée de la praxis, de la pratique, et c'est la troisième idée que je voulais vraiment souligner ici. Pour Crenshaw, elle le dit dans une note du deuxième article, celui de 91, on ne peut exiger de changement que d'une façon qui reflète la logique des institutions qui sont attaquées. Les mouvements militants doivent, dans un premier temps, hein, c'est dans une dialectique, hein, se placer en miroir face au système de domination qui sont visés. Et ceci, cet aspect pratique est attesté par l'idée même de son article, qui est de faire un travail de juriste sur les lois antidiscrimination états-uniennes, afin, dit-elle, de changer les cadres théoriques et de mener à des demandes concrètes de changement institutionnel, en anglais « concrete policy demands ». Donc, voilà, la pratique est vraiment, la sphère pratique est vraiment visée. Donc, pour détailler un tout petit peu plus les articles, Crenshaw procède en étudiant 3 procès pour discrimination contre des employeurs mettant en leur centre des femmes africaines-américaines. Et cette analyse amène Crenshaw à démontrer que la discrimination vécue par les femmes noires n'est pas prise en compte par les lois antidiscrimination existantes, donc le Civil Rights Act de 1964. Cet effacement théorique, comme elle le dit, « theoretically erased », dû au fait que ces situations de discrimination sont multidimensionnelles et qu'on essaie de les lire avec un filtre monodimensionnel, c'est-à-dire la discrimination peut être soit sur la catégorie de femmes, soit sur la catégorie de noirs, pose problème et empêche, dans tous ces cas, une lutte efficace contre ces discriminations en contexte professionnel. Elle a cette expression de dire que les discriminations rencontrées par les femmes noires au travail sont
à la fois similaires et différentes, both similar and different, par rapport à celles, d'une part, des hommes noirs, d'autre part, des femmes blanches. Alors, les trois exemples, je les détaille très, très brièvement, mais pour que les personnes ne connaissant pas ces articles puissent se faire une idée. D'abord, il y a un procès, donc c'est le procès de Grafton Reed contre General Motors, donc des femmes noires qui travaillent pour General Motors à Saint Louis. Et donc, elles ont échoué à prouver qu'elles avaient été victimes de discrimination parce que l'avocat de General Motors a prouvé qu'il embauchait des femmes, d'une part, donc des femmes blanches, et des noirs, des hommes noirs. Et donc, parce que ces deux catégories non intersectionnelles étaient ainsi remplies, cochées, si vous voulez, les deux cases étaient cochées, l'expérience de discrimination des femmes noires n'avait pas de réalité au niveau légal, si vous voulez. Le deuxième exemple que prend Kimberly Crenshaw, c'est le procès Moore contre Hughes Helicopter. Ce sont des femmes qui se présentent comme discriminées en tant que femmes noires, et les avocats de l'entreprise on défend l'entreprise en montrant qu'il existe une disparité entre hommes et femmes au poste élevé et une disparité moindre entre noirs et blancs. Comme la plaignante ne peut pas représenter les femmes blanches, la catégorie femmes blanches, ni la catégorie hommes noirs, elle est perdue pour les arguments statistiques. On ne fait pas de statistiques entre guillemets intersectionnelles qui prennent en compte ces croisements, ces croisements catégoriels. Le troisième exemple de Crenshaw, c'est un procès qui s'appelle Payne contre Travenel. Il s'agit d'un cas de discrimination raciale dans une usine avec deux plaignantes. Et dans ce cas précis, la Cour, donc c'est un cas très différent, la Cour est convaincue par les preuves apportées par les plaignantes et et accorde des réparations aux femmes noires. Mais quand les femmes noires en question demandent que ces mêmes réparations soient attribuées également à leurs collègues hommes noirs, la société refuse, considérant que la plainte en question valait en tant que femme. Donc, dans ce cas, c'est un cas un petit peu différent. Elles sont obligées de choisir. Elles ne peuvent pas représenter en tant que, voilà, sur la base d'une jurisprudence, j'ai gagné ce procès, voilà, elles ne peuvent pas représenter les deux groupes auxquels elles appartiennent. Elles doivent choisir entre l'un et l'autre pour se défendre contre les discriminations. De façon plus générale, Crenshaw évoque l'invisibilisation rencontrée par les femmes africaines-américaines dans les milieux militants. Donc, on a déjà un peu parlé de ça. Et aussi cette invisibilisation en tant que femme noire dans le mouvement féministe hégémonique majoritaire. Ce qui amène une question qui est également centrale dans l'argument de Crenshaw et qui va revenir beaucoup dans tous les débats sur l'intersectionnalité, c'est la question de la double allégeance, des dilemmes présentés par le fait de faire allégeance à la fois au mouvement féministe et au mouvement noir. Elle prend l'exemple d'un événement militant auquel elle a participé, dans lequel les hommes noirs pouvaient entrer par la porte principale et elle-même, parce que femme, a dû entrer par la porte de service. Et elle explique, alors on entre dans le domaine vraiment de la psychologique en fait, de la représentation de soi-même. Elle dit ne pas avoir protesté de peur de nuire aux intérêts du groupe, qui étaient donc des hommes noirs, et donc desservir la cause. Ensuite, elle relie cette question des conflits d'allégeance, si vous voulez, à des questions plutôt d'ordre culturel, notamment des controverses autour d'œuvres polémiques comme La couleur pourpre, The Color Purple, qui a été accusée de donner une mauvaise image de la famille noire en montrant des cas de maltraitance. Et donc là, il y a ce phénomène de double allégeance. Soit je parle de maltraitance
infligée par le mari noir et je suis en règle, entre guillemets, par rapport à l'agenda féministe, soit je n'en parle pas et je ne suis pas accusé de nuire à la cause noire, nuire à l'image, nourrir les stéréotypes sur les familles noires, les hommes noirs, etc. Et donc, elle développe toutes ces idées qui, vous voyez, nous font un petit peu glisser du terrain juridique vers le terrain des représentations et de la culture, du champ culturel en général, notamment autour des représentations sur les violences sexuelles. Elle montre que la femme noire ne peut pas répondre au traumatisme des violences sexuelles de la même manière que la femme blanche, en raison de toute la longue histoire existant aux États-Unis autour voilà, de l'accusation des hommes noirs, l'accusation de viol de femmes blanches jetées aux hommes noirs. Et à l'inverse, la longue histoire de permissivité envers les violeurs blancs de femmes noires. Donc ça, c'est des choses qu'elle réfère à l'histoire depuis le 19e siècle, si vous voulez. Et ça si vous voulez, l'argument, là aussi, déborde du côté des représentations et de la culture, puisqu'elle montre que le champ, notamment le champ journalistique contemporain, est encore totalement marqué par ce logiciel-là. Elle prend un exemple très, très marquant, c'est, vous avez peut-être entendu parler, les Central Park 8, qui est donc cette affaire de viol d'une femme blanche à Central Park, Central Park, en avril 89, où un groupe de jeunes noirs a été accusé à tort, et où les médias n'ont parlé que de ça pendant des jours et des jours et des jours. Vraiment, c'était l'événement. Voilà, évidemment, c'est un événement épouvantable, il ne s'agit pas de le nier, mais elle montre que le même jour, je ne sais plus le chiffre, 28, oui, voilà, 28 autres affaires similaires avaient eu lieu à New York, la plupart ayant pour victime des femmes non blanches. Voilà. Et donc, on n'en a pas du tout parlé, ça n'a aucune importance pour les médias, mais cette image surgit un peu des tréfonds de l'inconscient collectif, hein, de la femme blanche, innocente, chaste, etc., violée par des hommes noirs, qui peut déclencher cette espèce de surabondance de production médiatique. Voilà. Donc, on voit que voilà, dans l'argument de Crenshaw, il y a vraiment 3 niveaux auxquels l'idée d'intersectionnalité peut se conjuguer. Et d'ailleurs, elle présente ces 3 niveaux dans une typologie dans l'article de 1991, un niveau structurel, c'est-à-dire les forces sociales qui pèsent sur un individu. Par exemple, elle a fait une étude dans une maison de femmes battues à Los Angeles. Et à partir de cette étude de cas, de ce terrain, en fait, voilà, ce terrain quasiment au sens ethnographique, elle montre que l'expérience d'être une femme battue, qui à première vue est une expérience qu'on pourrait ranger dans la case sexisme, voilà, etc., en fait, est une expérience intersectionnelle parce que les femmes non blanches, qu'elles soient africaines-américaines, les immigrés récentes, les femmes hispaniques, etc., voyaient l'expérience rendue infiniment plus pénible par donc, ces différentes couches d'oppression, leur pauvreté, leur ghettoisation, leur stigmatisation. Donc ça, c'est le niveau structurel. Ensuite, il y a le niveau politique, c'est tout ce qui renvoie à cette idée d'être un sujet politique tiraillé entre des agendas différents. Et donc, c'est ce que je disais à l'instant. Et enfin, donc, le niveau des représentations, hein. L'intersectionnalité, c'est aussi chez Crenshaw, qui est pourtant quelqu'un qui est voilà, plutôt qui a des méthodes, des sciences sociales, etc., en fait, déborde aussi sur le champ des représentations de l'étude de discours, comme quand elle étudie le fameux procès du groupe de rap Two Live Crew, qui a donc été frappé par un procès pour obscénité, pour lequel des intellectuels hommes
africains-américains ont pris la parole dans les médias, tels Henry Louis Gates Jr., pour expliquer qu'il n'y avait pas lieu de s'offenser de l'obscénité, du sexisme de ces chansons, parce que ces formes de rap étaient apparentées à une culture vernaculaire, populaire, noire américaine, et que donc elles étaient légitimes. Et donc Kimberlé Crenshaw analyse la position là spécifique d'être une femme africaine-américaine dans ce débat et de devoir se positionner avec ces injonctions effectivement donc contradictoires et ces formes d'allégeance contradictoires. Alors, j'en viens maintenant aux suites un petit peu de cette proposition de Kimberlé Crenshaw. Donc, avec la fin des années 1990, le début des années 2000, ce que l'on a appelé la troisième vague, notamment en référence à la Third Wave Foundation, voilà, créée en 1997, les questionnements intersectionnels et le terme d'intersectionnalité vont connaître un succès mainstream, un succès vaste dans le champ universitaire, culturel. Ceci est dû en partie à l'influence de l'une des figures importantes de cette génération, Rebecca Walker, qui est la fille de l'écrivaine Alice Walker et qui voilà, s'intéresse beaucoup au croisement des oppressions raciales, de genre, mais aussi LGBT. Et à ce moment de succès mainstream du concept, les critiques, les réponses et les objections vont se multiplier autour de ce concept. Les principales objections ou amendements, disons, que l'on va opposer à ce concept d'intersectionnalité devenu mainstream en quelque sorte, ces objections vont dans deux sens contradictoires, dans deux sens opposés. Il serait trop flou, trop ouvert, se prêtant parfaitement à une récupération dépolitisante. Comme voilà, il flirterait avec quelque chose de l'ordre de l'affirmation individuelle. Là, je suis au croisement de ces différentes formes d'oppression. Il viendrait en quelque sorte voilà, prêter le flanc véritablement à une récupération apolitique, voire commerciale. Le reproche opposé, si vous voulez, antagoniste, c'est que, au contraire, l'intersectionnalité serait trop rigide, trop essentialiste, et finirait donc par être contre-productive pour les sujets qu'elle prétend défendre, puisque elle entraînerait des logiques d'exclusion, etc., etc. Alors, l'une des choses qui fait que ces réserves, en fait, aujourd'hui, il y a quasiment plus de publications sur le backlash à l'intersectionnalité que sur l'intersectionnalité elle-même. Enfin, certaines peuvent être les deux, mais c'est devenu un sujet de recherche en soi, en fait, le backlash de l'intersectionnalité. Et ceci est dû notamment au fait que Crenshaw elle-même est utilisée comme argument d'autorité pour des personnes qui attaquent le concept, parce qu'elle a formulé un certain nombre de réserves sur une certaine évolution, mais en fait, c'est beaucoup plus fin que ça, donc dans certains textes. Donc, Crenshaw et d'autres figures historiques de la théorie intersectionnelle vont expliquer que le concept aurait été peut-être trop élargi, dilué, qu'il aurait perdu de sa force subversive en devenant en quelque sorte une sorte de case à cocher au nom d'une inclusivité, voilà, et qui serait en définitive au bénéfice des personnes dominantes. Par exemple, Patricia Hill Collins a bien indiqué, notamment dans le livre qu'elle signe avec Sirma Bilge, que j'ai mis là, Intersectionality de 2016, que l'étude des subjectivités, donc vraiment l'aspect subjectif, individuel, des positions sociales occupées par les sujets, ne devait pas se substituer entièrement
à l'étude des systèmes d'oppression au sein des structures sociétales, que l'insistance unique sur la question des subjectivités risquait de vider le concept de sa portée politique, de sa portée subversive. On trouve ce genre d'argument, alors je vais citer pas mal de textes, et voilà, si vous souhaitez, vous pouvez vous reporter à la bibliographie. Par exemple, Delia Aguilar, dans un article au titre amusant, hein, From Triple Jeopardy to Intersectionality, The Feminist Perplex, donc Feminist Perplex, reproche à ces intellectuels qui ont participé au succès mainstream de l'intersectionnalité d'avoir fait dériver le concept donc du champ matériel de l'étude de la société, du capitalisme, vers le domaine du discours. Et donc, on serait purement et simplement dans un travail d'étude du discours, ce à quoi on pourrait bien sûr objecter que chez Crenshaw, même si parfois on en fait une pure juriste, une pure scientifique, de sciences sociales pure et dure, il y a déjà vraiment cet aspect d'analyse du discours. Enfin, j'insiste là-dessus. Donc, Sirma Bilge aussi, dans son article qui s'appelle Intersectionality Undone, donc l'intersectionnalité défaite, montre que les conceptions originelles de l'intersectionnalité se sont diluées, auraient été, selon ces termes, disciplinées, désarticulées, dépolitisées pour créer cette étiquette de diversité qui serait ni plus ni moins qu'une sorte d'outils de management néolibéral. Une critique similaire est faite dans l'article de Rekia Djibrine et Sarah Salem, aussi, qui est assez souvent cité, Revisiting Intersectionality, de 2015, où la mode, disent-elles, de l'intersectionnalité cache mal une fétichisation des identités minoritaires qui rend aveugle à l'oppression, notamment des personnes qui sont en dehors du champ intellectuel et du champ universitaire. Hein, il y a l'idée que ça crée une sorte de petit cercle au sein des universités qui peuvent prendre la parole en tant que sujet intersectionnel, mais par là même réduit au silence les personnes qui sont à l'extérieur. Ce reproche, on le comprend, hein, vise une sorte d'éloignement du concept dans sa formulation académique de ses origines marxistes, hein, marxistes-léninistes, comme on a vu au départ dans le mouvement social, avant que l'on utilise bien sûr le terme d'intersectionnalité. Et de fait, les marxistes, les intellectuels marxistes et féministes marxistes comme Marta Jiménez, hein, qui a écrit un texte là-dessus, Capitalism and the Oppression of Women, Marx Revisited. Pareil, tout ça, c'est consultable. Fait de cette mode de l'intersectionnalité, je cite, une culturalisation de l'inégalité et de l'exploitation. L'oppression serait un phénomène purement culturel auquel on pourrait remédier par des changements voilà, relativement enfin, de surface, si vous voulez, dans le champ des arts, des lettres, de l'université, par des effets de visualisation superficielle. Alors, en réponse à ces critiques, des féministes intersectionnelles comme Anna Karastatis, qui admettent un certain nombre de ces réserves, ont proposé un certain nombre d'évolutions. Et je renvoie notamment au livre de Karastatis qui s'appelle Intersectionality, Origins, Contestation, Horizons de 2016, où elle part, elle aussi, de ce constat selon lequel ce terme, qui était un terme révolutionnaire, a fini par devenir, elle dit, a buzzword, un mot à la mode ou un cliché, en étant rendu mainstream. Et elle explique, c'est là que je reviens à mon terme de départ de littératie, que ce qu'elle observe dans les
alors bien sûr, c'est toujours faire la part de la bonne et la mauvaise intersectionnalité, mais dans ce qu'elle juge être des textes relevant d'une forme de dévoiement du concept, un manque de, je cite, political literacy, en reprenant donc l'expression de Crenshaw elle-même dans un article de 2013. Donc, pour elle, pour sauver le concept, il faut se former, il faut lire, il faut avoir une connaissance historique du mouvement social et des formulations théoriques du concept. Et elle propose pour cela ce qu'elle appelle une théorie critique de l'intersectionnalité, qui irait donc à contre-courant d'une sorte de mainstream culturalisant et voilà, essentialisant de l'intersectionnalité, en proposant une forme d'anti-essentialisme qui est pour elle un retour aux sources de la pensée de Crenshaw. Elle explique que ces usages qu'elle pointe du doigt de façon critique ont en fait pris presque littéralement la métaphore des avenues qui se croisent, c'est-à-dire que ces avenues seraient des choses factuelles de tout temps, etc., donc des catégories presque naturelles, ce qui n'est pas du tout le propos de Crenshaw, qu'il s'agit véritablement de position et que chaque unité qui se mêle dans le concept d'intersectionnalité est en fait profondément hétérogène. Donc, cette théorie critique de l'intersectionnalité, pour elle, c'est une réponse à un certain usage qui lui semble faire des voies intersectionnelles des prétextes, tokens en anglais, qui viendraient valider l'inclusivité, donc l'aspect vertueux des sujets hégémoniques. Alors, je ne vais pas rentrer dans la théorie queer sur laquelle vous avez eu un exposé ce matin, beaucoup plus précis, je suis sûr, que ce que je pourrais vous dire, mais ces questions d'amendement en interne de l'intersectionnalité, c'est-à-dire pas du tout de rejeter le concept, mais de le complexifier, de le modifier, de le déplacer, ont notamment émané d'intellectuels du mouvement queer, donc à la fin des années 2000, au début des années 2010. Par exemple, Momin Rahman, qui écrit sur l'intersectionnalité propre aux homosexuels du monde musulman, dont il fait une espèce de nouveau paradigme critique, qu'il appelle des sujets impossibles, où évidemment, donc, en France, on connaît assez bien, à cause de la traduction qui a été faite, le livre de Jasbir Puar, qui s'appelle Homonationalisme en français, Terrorist Assemblage en anglais, où effectivement, donc, on a à la fois cette manière de s'inscrire dans le paradigme intersectionnel, mais en questionnant totalement les subjectivités, les identités qui sont au cœur de ces intersections, pour montrer que chacune de ces catégories, sexe, race, etc., sont en fait indistinguables, indifferenciables, toujours mêlées, et qu'elles sont voilà, inscrites dans des corporéités. Donc, Puar utilise Deleuze plutôt, donc l'idée d'intensité corporelle, etc. Et que donc ces catégories résistent totalement au langage, à la formulation, etc. Bon, il faut aller lire le livre de Puar, parce que je ne peux pas vous le résumer en quelques instants, mais ça vaut vraiment la peine. Et un livre qui est très intéressant, je trouve, dans sa manière de justement, encore une fois, amender sans révoquer le paradigme intersectionnel, c'est le livre de Jane Ward, Respectably Queer, qui date de 2008. C'est quelqu'un Ward, qui est un peu comme Crenshaw, dans le sens où
elle a un côté théoricienne, mais c'est aussi quelqu'un qui fait des enquêtes de terrain. Et en fait, elle a construit ce livre, les bases de ce livre, sur des observations participantes dans des organisations LGBT de Los Angeles, donc dans 3 organisations différentes de Los Angeles. Et elle propose ce qu'elle appelle Queer Intersectional Theory, donc une théorie intersectionnelle queer, qui serait là aussi une réponse à cette intersectionnalité mainstream devenue un petit peu prétexte à cocher la case diversité, si vous voulez, dans des logiques de profit et de management. Et ici, on va retrouver cette idée de littératie que j'ai pris un peu comme fil conducteur, parce que l'un des arguments très forts de Ward, et en ça, elle rejoint certains arguments qu'on a déjà vus, c'est l'idée que cette littératie intersectionnelle, cette aptitude qui s'est développée dans les années 2000-2010 chez les intellectuels à savoir parler le langage de l'intersectionnalité, peut se mettre à tourner dans le vide. Et c'est quelque chose qu'elle construit, un argument qu'elle construit à partir de son observation de ces organisations où elle trouve que la mise en avant de la diversité, notamment raciale, au sein de ces organisations finit par simplement créer des sortes d'élites expertes dans le parler intersectionnel, mais sans faire véritablement progresser la situation des femmes non blanches qui sont quand même censées profiter. Donc, on apprend à parler extrêmement bien. Elle montre qu'il y a tout un langage, toute une maîtrise, vraiment, encore une fois, une littératie de l'intersectionnalité qui n'est pas associée à des actes. Et donc, elle réaffirme, d'une certaine manière, revenant à Crenshaw, d'une certaine manière, vraiment une pensée de la praxis, hein, c'est-à-dire il ne s'agit pas juste de parler, 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 il faut transformer les structures, il faut transformer le monde social. Et c'est donc le but de cette théorie queer intersectionnelle dont elle parle. Alors, on pourrait multiplier le détail des 1000 voilà, détournements, usages et amendements du concept, mais en tout cas, j'espère avoir montré au moins à minima que l'intersectionnalité n'est pas un dogme, qu'elle se déploie dans des directions très différentes, avec des méthodologies et des bases théoriques très variées, mais que on peut peut-être garder, en tout cas, du geste de Crenshaw, l'idée de geste stratégique, de pensée stratégique, hein, une pensée qui a des buts concrets et qui est tournée vers la praxis. Et c'est à partir de cette idée que je vais entamer un peu mon mouvement de conclusion en arrivant un peu plus vers voilà, l'usage que l'on peut faire dans le champ qui est le mien, hein, le champ des études littéraires. Donc, je crois que dès les travaux de Crenshaw, voire ceux de féministes africaines-américaines qui la précèdent, on voit assez clairement l'utilité de l'intersectionnalité, en tout cas dans des domaines comme les études de discours, l'étude des représentations, les études culturelles, les études des médias, la communication, etc. Mais dès lors que l'on parle de littérature, on a plus de difficultés à cause de l'idée même de littérarité qui va venir évidemment poser problème sur ce point. Alors, simplement pour affirmer un petit peu pourquoi il me semble que cette littératie du parler intersectionnel est quand même extrêmement utile, voire nécessaire, je dirais que l'intersectionnalité pose aux approches féministes, aux approches féministes de la littérature les mêmes questions qu'elle pose au féminisme en général, et que l'intersectionnalité pose aux approches minoritaires de la littérature les mêmes questions qu'elle pose aux mouvements antiracistes et minoritaires en général.
dès ses débuts. Le mouvement dont nous avons rapidement parlé avant, autour et après Crenshaw comporte des femmes qui ont écrit de la poésie, qui ont écrit des récits, qui ont écrit des essais. Bien sûr, on ne peut pas ne pas citer June Jordan, Bell Hooks, Audre Lorde. Et en ce sens, il est vraiment utile d'intégrer cette demande d'une épistémologie intersectionnelle à notre pensée de la littérature, de l'historicité de la littérature, des politiques de la littérature, dans une théorie unifiée qui ne séparerait pas l'écriture littéraire elle-même des contextes théoriques, intellectuels et idéologiques qui les entourent, même si les moyens de la littérature sont différents. Concrètement, l'étude intersectionnelle des œuvres littéraires a souvent, et ça n'est pas ça n'est pas satisfaisant de manière complète, voilà, a souvent été une lecture thématique. Il y a des manuels qui invitent à lire des œuvres parlant de femmes noires, etc., avec des outils intersectionnels. Alors, je ne pense pas qu'il faille mépriser totalement l'approche thématique des œuvres littéraires, c'est intéressant, etc., mais je pense qu'on peut aller plus loin encore en étudiant la dimension formelle et l'historicité propre aux œuvres littéraires d'un point de vue qui est informé par l'idée intersectionnelle. Donc l'intersectionnalité des écrivaines, ça n'est pas un fait social au sens durkheimien, un fait dur, objectif, c'est un positionnement stratégique lié à une série d'expériences sociales et à l'historicité de la chose littéraire dans la modernité. Cela a des conséquences sur plusieurs points qui sont chers aux études littéraires. Je penserai notamment à la question du rapport au modèle et à l'intertextualité. Donc, les féministes, au sens général, au sens large, ont beaucoup investi la question de l'histoire littéraire, à la fois pour parler de la réduction au silence des autrices femmes voilà, tout au long de l'histoire. C'est quelque chose sur lequel il y a de nombreux travaux. J'ai mis le livre de Binhammer et Wood qui s'appelle Women and Literary History, qui est très, très bien sur ce sujet. Donc, c'est vraiment comment les littéraires féministes, les chercheuses féministes en littérature ont approché la question de l'histoire littéraire du point de vue de l'épistémologie féministe. Et de ce point de vue-là, une épistémologie intersectionnelle questionnerait de la même façon que tout ce qu'on a vu pour le champ social en général, cette question du rapport à l'historicité littéraire depuis des positions intersectionnelles. Pour prendre juste très très vite quelques exemples un petit peu concrets, donc June Jordan dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment de plein droit une artiste, une penseuse de l'intersectionnalité et intersectionnelle, a écrit sur son rapport au modèle, sur son inscription dans l'histoire littéraire, qu'elle pense, qu'elle formule, qu'elle tourne depuis un point de vue intersectionnel. Elle parle, notamment, elle a beaucoup écrit sur son rapport à Walt Whitman. Walt Whitman, le grand modèle des poètes américains qui prétend être le poète de la démocratie, de toutes les voix, etc. Et elle a développé, en commentant sa propre poésie, le fait qu'elle répondait en quelque sorte à Whitman dans un rapport dialectique, à la fois d'imitation partielle de son esthétique, de sa pensée de l'inclusion, mais en même temps en se demandant où elle était, elle, où les personnes comme elle se trouvaient dans ce monde, dans cet universel whitmanien. Et à l'inverse, June Jordan a écrit sur son rapport à des modèles littéraires qui sont des femmes africaines-américaines, notamment Phyllis Wheatley, et sur le fait de continuer les textes de Wheatley, de se placer dans son sillage, etc. etc. Il y a même un poème où elle termine un poème de Wheatley
Donc, c'est ce genre de phénomènes qui ne sont pas purement thématiques. Voilà, il y a des personnages de femmes noires dans cette œuvre, donc on peut appliquer l'intersectionnalité, mais qui sont beaucoup plus fins, qui relèvent de l'historicité des textes littéraires, peuvent être intéressants. Donc, pour conclure, comment pourquoi développer cette littératie, donc cette compétence à parler la langue de l'intersectionnalité, quelles que soient nos opinions, quel que soit notre propre positionnement, nos disciplines, nos objets d'étude. Il me semble que cette connaissance, au moins à minima, des débats, de l'histoire du concept, des textes, de l'actualité, des questionnements autour de l'intersectionnalité, peut améliorer notre travail d'enseignante, enseignant et de chercheuse ou de chercheur sur 3 points. Le premier, c'est la réflexion pédagogique, donc la question de la transmission des textes. Roland Barthes disait que la littérature, c'est ce que l'on enseigne. Hein. Il y a une articulation très forte entre la chose littéraire et l'enseignement de la littérature. Et donc, cette familiarité, au moins, avec les langages, les théories de l'intersectionnalité peuvent améliorer notre réflexion de pédagogue, à la fois sur le plan des corpus, en réfléchissant à ce qu'on peut appeler avec un certain nombre de chercheuses, je pense notamment à Vivian May, hein, j'ai mis la référence de son ouvrage Pursuing Intersectionality, l'ignorance légitime. Donc le fait qu'un certain nombre de textes sont non seulement effacés des corpus lus, enseignés, analysés, etc., mais que cette ignorance est marquée du sceau d'une certaine légitimité. C'est légitime de les ignorer. Et donc, cette réflexion méta, si vous voulez, sur les corpus, qu'est-ce que j'enseigne, etc., peut être tout à fait illuminée par une connaissance des théories intersectionnelles sans, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il y aurait une espèce de loi appliquée à tout le monde dans ce qui est enseigné, etc. Mais ça pose des questions. Par exemple, dans des discussions avec des collègues qui me demandent comment je peux intégrer des œuvres, je sais pas, de la Caraïbe ou de l'Afrique francophone, etc. Et qui très vite vont aller vers les grands noms que l'on trouve dans les manuels et qui sont voilà, des séries de triumvirats, vraiment littéralement, la négritude avec Damas, Senghor, Césaire, et la créolité avec les 3 de la créolité, donc vraiment des hommes. Donc, bien sûr, avoir au moins conscience de ces réflexions sur l'intersectionnalité, quelle que soit la manière dont on se positionne, quelle que soit la manière dont on va agir ensuite, peut améliorer cette réflexion-là en se disant, voilà, oui, j'ai peut-être fait œuvre d'inclusion en mettant Césaire, mais peut-être qu'il y a encore d'autres voies qui pourraient être intéressantes. Et sur le plan pédagogique, là, je vais rentrer dans les choses un peu plus polémiques, mais dans le rapport aux étudiantes et aux étudiants, il me semble qu'avoir cette littératie intersectionnelle peut être extrêmement utile, notamment voilà, dans la réaction qui est apportée par un certain nombre de collègues, de pédagogues, à des demandes, je reviens toujours sur ce terme, émanant d'étudiantes ou d'étudiants, qui sont très vite perçus comme des agressions, finalement, par les collègues, comme quelque chose relevant d'une sorte presque de violence. Hein. On m'a dit que mon corpus, que cet écrivain était ceci, qu'on ne devrait pas étudier cela, et je vois beaucoup de collègues, je pense, je suis peut-être idéaliste, mais pour la plupart, qui sont de bonne foi, mais qui tout de suite vont se sentir agressés comme par une sorte d'irrationalité qui viendrait les remettre en question. Et je pense que peut-être au moins une familiarité avec l'intersectionnalité, ces textes, ces différents courants, etc., peut-être armer les pédagogues à ne pas tout de suite se braquer et traiter l'étudiante ou l'étudiant comme une sorte de délinquante ou je ne sais quoi, mais voilà, vraiment engager une vraie discussion, engager quelque chose. Voilà. Parce que ça historicise en fait ces demandes, justement ces exigences. Deuxième point, donc réflexion pédagogique, c'est une réflexion herméneutique, hein, la question de l'interprétation. Quel texte lisons-nous, comment, avec quels outils, à quel point les outils herméneutiques que nous appliquons au texte
viennent-ils en quelque sorte interrompre le travail, le contact, on pourrait dire, avec le texte pour y plaquer des choses convenues, hein. Ça nous permet tout ça de nous demander comment la diversité, l'ouverture des corpus peut se retourner contre nous, hein, pour finir par peut-être enfermer des voix minoritaires dans des choses convenues et attendues. Et le dernier point, donc, ce serait une réflexion plus théorique sur la littérarité, l'historicité des œuvres, sur le lien entre la politique des textes et leur style, etc. Donc, il me semble que tout ça, de manière pluraliste, complexe, sans dogme particulier, peut être amélioré par une littératie, par une connaissance des langages de l'intersectionnalité. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense, parce que je suis sur 1h20.